RTL. Jusqu'à 22h, La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans notre cabinet de curiosité. Salut Thomas, ça va ? Ça va très bien, salut à vous les curieux, on est ensemble, vous le savez, jusqu'à 22h et notre Shiva nationale qui s'appelle en fait Diane, mais qui a beaucoup de bras puisqu'elle répond à la fois au téléphone, sur internet et sur les réseaux sociaux. Elle attend vos appels au 3210. Au programme ce soir, 1 an après Charlie Hebdo et 2 mois après les attentats de novembre de Paris, comment allons-nous ? Quel est l'impact de la peur et de l'angoisse sur notre cerveau ? La science a étudié ces questions et nous livre ses premières réponses, elles sont passionnantes. Et puis tout à l'heure, vous l'avez entendu avec Marc-Olivier Faugier, on va apprendre les mots des cuistots, tout le vocabulaire de la cuisine. Le zistre, c'est ça ? Le ziste. C'est pas une faute de frappe, il y a le zeste et le ziste, on apprendra ça tout à l'heure. C'est pas le zizistre. Non, pas de... Oh là là, ça commence mal cette émission. En tout cas, notre invité, c'est le chef de cuisine de l'école Ferrandi, école de l'excellence gastronomique française, madame. Et tout de suite, reprenez votre souffle. Vie et prophétie de Nostradamus. La curiosité est un vilain défaut. Depuis plusieurs siècles, nous voyons se réaliser sous nos yeux les terribles prophéties de Nostradamus. Jusqu'à 22h, Nostradamus est connu comme le prophète de la mort et de la désolation. Il a prédit toutes sortes de catastrophes. RTL. Nostradamus n'a pas vu la fin des temps, mais il a vu la fin du monde. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. C'est d'une personnalité absolument hors du commun dont on va vous raconter l'histoire. Ce soir, un mage, médecin, astrologue qui alimente aujourd'hui encore tous les fantasmes. Ce personnage s'appelle Michel de Notre-Dame. Il est plus connu sous le nom de Nostradamus. Bonsoir Pascal Lacroix. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Vous êtes comédien, réalisateur et romancier aussi. Et ce personnage vous fascine. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui ? Eh bien, écoutez, ça a déjà été une rencontre géographique puisque j'habite dans la ville là où il a vécu ces quelques 20 dernières années de sa vie. Donc inévitablement... À Salon de Provence ? Oui, à Salon de Provence, superbe ville, chargée d'histoire. Et donc j'ai mis peu à peu mes pas dans ses pas. Il est incontournable et c'est un personnage... C'est vraiment la star locale ? Alors, la star locale, disons qu'il fait partie du paysage. Vous savez, c'est comme à Paris, on finit par plus voir la Tour Eiffel. Donc, Et alors, qu'est-ce qui vous fascine chez lui ? Alors, ce qui me fascine chez lui, c'est que c'est un personnage d'abord incontournable, qui a traversé les époques, qui est un personnage à facettes, un personnage qui est très emblématique de la Renaissance, donc qui se réapproprie tous les textes de l'Antiquité, tous les grands philosophes, toute l'architecture, riche en art, etc. Et donc, ce Nostradamus est un explorateur. C'est pas un charlatan, c'est un type sérieux. Alors, écoutez, évidemment, c'est un type sérieux qui, néanmoins, est un homme d'affaires. On parlera des almanachs, des prophéties, du traité des confitures. Donc, il sait très bien gérer son capital notoriété. Mais il a une vraie passion pour l'homme. D'ailleurs, il va s'atteler à soigner la peste. On en reparlera certainement plus tard. Oui, parce qu'on a du temps dans cette émission. Eh ben oui, on a du temps, voilà. Vous faites un petit programme là. Vous disiez la Renaissance, ça veut dire qu'il naît quand ? Début du XVIe siècle, c'est ça ? Alors, il naît en 1503, le 24 décembre. Alors, on dit le 14 décembre, en fait, c'était le calendrier julien. C'est le 24 décembre du calendrier grégorien. Voilà. Donc, à Saint-Rémy-de-Provence, non loin de Salon. Et puis... vous dites qu'il naît à cette époque, Renaissance, etc. Oui. En quoi c'est important ? C'est une époque où les mages, où les sciences occultes prennent de la place, oui, ça, absolument. Catherine de Médicis en est l'illustration la plus parfaite. Mais surtout, la Renaissance, si vous voulez, illustre la quête individuelle de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance qui jadis était livrée par ce qui était dit par l'Église ne fait plus foi. Et chaque individu est vraiment dans une recherche personnelle. Et le rapport à la création et le rapport à Dieu est quelque chose qui est individualisé. On n'a plus besoin de cette espèce d'intermédiaire pour comprendre. On cherche, on explore des nouvelles voies. Et c'est ça la Renaissance, dans tous les domaines. Vous nous avez dit, Pascal Lacroix, que ce qui avait rendu, et on le sait, célèbre Nostradamus, ce sont ses prophéties, ses almanachs. Et pourtant, il a commencé à écrire sur le tard, Nostradamus. Alors, il a commencé à écrire sur le tard, oui, aux alentours des années 1553. Oui, il a une cinquantaine d'années. Il a, oui, c'est ça, une cinquantaine d'années. Mais il avait vraisemblablement des prédispositions très antérieures.
L'anecdote dit que la première expression de ces visions est lorsqu'il rencontre un espèce d'ermite dans la campagne d'Ancône, et il se met à genoux devant lui, et ce brave homme le regarde et lui dit: mais enfin, pourquoi vous agenouillez-vous devant moi? Et il lui dit parce que on s'agenouille devant celui qu'on appellera plus tard sa sainteté. Et effectivement, ce brave ermite deviendra plus tard le pape Sixte V. Donc, il avait déjà une projection dans le temps. Dans quel milieu social, dans quelle famille naît-il Alors, il s'appelle Michel de Notre-Dame, c'est ça? Michel de Nostradame, à l'époque. Il va choisir plus tard le nom de Nostradamus, parce que la mode, encore une fois, on revient à des textes anciens, et la mode consiste à latiniser les noms. Donc il va choisir, quand il va être à l'université de Montpellier, ce nom de Nostradamus, qui est beaucoup plus énigmatique. Mais donc Michel de Notre-Dame. Michel de Nostradame, c'est quoi? C'est une bonne famille chrétienne du sud de la France. Non, pas du tout. C'est une famille d'origine juive, vraisemblablement originaire de la région de Carpentras à la base. Il est d'une famille tant du côté de sa mère que de son père, une famille de lettrés, des gens qui ont une éducation, qui connaissent parfaitement le grec, le latin, tous les textes anciens. Il a un grand-père et un arrière-grand-père qui sont déjà médecins. Son père est marchand, puis devient clavère de la ville de Saint-Rémy, c'est-à-dire une sorte... Clavère, c'est un administrateur de biens qui remplit également l'office de notaire. Et quand on voit la liste du mobilier de la maison de Saint-Rémy, on se rend compte que la famille est déjà nantie. Donc c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Il y a vraiment une tradition derrière tout ça. Pascal Lacroix, dans votre roman Nostradamus, les dernières confidences publiées chez Eddy Livre, vous racontez qu'on trouve la trace de Nostradamus vers Montpellier. Qu'est-ce qu'il est allé y faire? Des études de médecine? Alors absolument. Il quitte Saint-Rémy à l'âge de 16 ans pour aller chez son oncle et sa tante, où il commence des études. Et à l'âge de 16 ans, donc, chez un oncle qui est teinturier, qui travaille le pastel. Il va avoir déjà ce goût des plantes. Et puis il s'ennuie. Il y a la peste en plus qui arrive en Avignon. Et donc il va partir à Montpellier, qui a une grande réputation. C'est une faculté très ancienne qui date du XIIIe siècle. Et donc il va commencer ses études de 1521 à 1524. Il commence à étudier, il obtient une licence en médecine, enfin l'équivalent d'une licence en médecine. Et puis ensuite il va partir en Italie, parce que c'est un grand voyageur. Il n'arrête pas de prendre son bâton de pèlerin, de sillonner la France, l'Italie. Et puis il reviendra à Montpellier 5 ans plus tard, en 1529, où là, il veut préparer son doctorat. Alors, a priori, tout se passe bien, sauf qu'on va refuser son entrée. Pour la simple et bonne raison, c'est que d'une part, il a acquis une certaine notoriété, donc je pense qu'il devait faire preuve d'une certaine suffisance, parce qu'il n'était pas d'une humilité absolue, et d'autre part, parce qu'on sait qu'il montre un vif intérêt pour les plantes. Donc il sera jamais médecin, en fait, si je vous comprends bien. Il deviendra médecin. Mais il a pas le diplôme. Ça va être un parcours difficile. Si, tout à fait. Mais pour revenir à cette anecdote, c'est tout simplement que à l'époque, les médecins ne pouvaient pas être apothicaire. Donc il va finir par rentrer réintégrer cette université, et en 34 il va obtenir enfin son diplôme de médecin, tant désiré, tant convoité. Alors avant d'entrer évidemment dans le détail des prophéties de Nostradamus, on va vous raconter que le combat de sa vie, c'était justement d'éradiquer la peste qui ravageait le royaume. À tout de suite dans la curiosité. Soyez fiers d'être curieux avec RTL. RTL, toujours avec vous. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Nostradamus, c'est un nom qui claque, qui a traversé les siècles depuis la Renaissance, un nom synonyme de
prophéties. Vous verrez tout à l'heure qu'on en parle encore aujourd'hui dans l'actualité en se disant que peut-être dans les prophéties de Nostradamus, il y avait les attentats attribués à Daesh. Moi, j'ai du mal à y croire, mais on en parlera avec notre invité Pascal Lacroix qui publie Nostradamus, les dernières confidences chez Edilivre. Il est passé par l'université de Montpellier. Il y a un autre Français ultra célèbre qui a étudié là-bas, c'est Rabelais. Est-ce qu'ils se sont croisés ? Alors, ils se sont inévitablement croisés pour plusieurs raisons. D'une part, parce que Rabelais intègre l'université de Montpellier juste un an après Nostradamus. Donc, inévitablement, ils ont des parcours un petit peu parallèles. Ils ont un groupe d'amis dont on connaît les noms, qui sont des amis communs. Et puis, curieusement, on va retrouver Rabelais, qui va être médecin à Lyon. Et Nostradamus, Rabelais perd un fils, donc quitte sa fonction de médecin à Lyon, et Nostradamus va pendant un temps exercer à la suite de Rabelais. Alors on ne sait pas quelle va reprendre sa clientèle, mais à l'hôpital, pas en privé. D'accord. On ne sait pas comment ils se sont influencés l'un et l'autre, mais en tout cas on sait que Rabelais et Nostradamus se sont croisés. Influencés, ouais, il y a plein d'anecdotes concernant Rabelais durant son séjour à Montpellier, mais ça serait un petit peu long. Mais en tous les cas, il participe de ce mouvement de la Renaissance dont on a parlé. Quoi. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Pascal Lacroix, que la lutte contre la lèpre a été la peste, a été le grand combat de Nostradamus, de Michel de Nostredame. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va de foyer de peste de ville en ville, en quelque sorte ? Tout à fait. Il sillonne la France pour combattre la peste. Alors, il faut savoir que les médecins aguerris répugnent un peu à se mettre dans les villes pestilentielles parce qu'ils ont peur d'attraper cette maladie. Et pour les jeunes médecins, c'est l'occasion justement d'expérimenter sur le terrain, de s'enrichir de connaissances. Et les villes en général sont fermées. On met à l'entrée des villes ce qu'on appelle des bastonniers. Les maisons sont closes. On met des croix rouges. C'est quoi des bastonniers ? C'est-à-dire que des bastonniers, des hommes hommes de garde munis de bâtons pour éviter qu'on rentre et qu'on sorte. Les gens sont claustrés dans leur maison et les plus riches s'adjoignent l'aide d'un jeune médecin qui vient les traiter dans leur maison même. Et c'est Nostradamus. Alors, Nostradamus fait partie de ces jeunes médecins qui vont rentrer dans ces villes. On dit à certains moments que les rues sont noires comme du velours, tellement les corps jonchent les rues. Mais c'est courageux de sa part aussi de faire ça. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il y a vraiment cette dimension humaine, ce souhait de conjurer la fatalité. Il faut savoir que la peste faisait partie des 3 grands fléaux selon l'Église, avec la famine et la guerre. C'était les 3 grands fléaux de l'époque, et Nostradamus est à ce titre un combattant. Donc Nostradamus vient se faire la main entre guillemets, et puis sur ces terrains, ces foyers infectieux de la peste, mais il va aussi apporter et créer des remèdes. Oui. Comme par exemple les boules de senteur. Oui, tout à fait. Alors jusqu'alors, il y avait des remèdes au Moyen-Âge tout à fait curieux. On enfermait une araignée dans un petit flacon qu'on portait autour de soi. On faisait macérer un crapaud dans du vin, etc., etc. Ça marchait pas très. Ça marchait pas très bien, bien évidemment. C'était plutôt de la superstition. Et Nostradamus essaie de mettre au point un certain nombre de remèdes avec les moyens de l'époque, à base de plantes, bien évidemment. Et puis surtout, il va avoir une grande action sur la prévention, c'est-à-dire sur l'hygiène, parce que c'est capital. Et ces boules de senteur, alors, c'est pour la prévention ? C'est quoi, en fait ? Alors, il a expérimenté à la fois des traitements préventifs, c'est-à-dire qu'on considérait que les essences de plantes permettaient d'éviter la contamination. Et puis, il va s'essayer également à des potions curatives, dont on prétend qu'elles auraient pu avoir quelques vertus antibiotiques. Ça fait quelque chose pour sa notoriété, ses découvertes et ses pratiques. Il devient très vite très connu, très réputé. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il va se faire une clientèle très conséquente. Vous publiez la recette de ces boules de senteur dans votre livre, Les dernières confidences chez Edilivre. Mélange de sueur de cyprès, d'iris de Florence, de clous de girofle, d'aloès, de roseau indien odorant, d'ambre gris en
poudre et de sucre de pétales de rose rouge fraîche. Tout ça enfermé quoi, dans une petite boule en acier, c'est ça qu'on porte autour du cou? Oui, c'était surtout des ballotins dans du tissu, enfin avec les moyens du bord. Mais effectivement, ça marchait. c'était. Écoutez, j'y étais pas pour savoir. Là, pour savoir. Que disent les témoins? Moi, je pense très honnêtement que l'aspect préventif et l'aspect hygiène marchait beaucoup mieux que ces traitements. Mais il avait au moins l'énergie d'essayer de tenter quelque chose et de conjurer ce mauvais sort. Vous savez qu'il est d'origine juive et que pendant très longtemps, on a accusé les Juifs d'être la cause de la peste, voire d'empoisonner les puits. Et on les brûlait sur le bûcher. D'ailleurs, Nostradamus sera à certains moments inquiété par l'Inquisition. Pascal Lacros, dans votre livre, on découvre une facette qui était vraiment méconnue du personnage, sa passion pour les confitures. Qu'est-ce qu'il avait avec les confitures, Nostradamus? Alors, c'est de la gourmandise? Il était gourmand, c'est tout. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, il était très compliqué de conserver les aliments et notamment les fruits. En plus, à la Renaissance, on a un goût très prononcé pour les sucreries. Très très prononcé. Donc évidemment, il en parle dans son traité des confitures. Il parle de la confiture de coin et de ses vertus, mais il ne parle pas que de ça. Parce que il va donner des recettes aphrodisiaques. Il va parler de l'Hippocrate. Vous savez, c'est le vin chaud à la cannelle au sucre. Il va parler de la confection d'eau de senteur, de parfums, comment utiliser l'amidon. Enfin, quantité de choses, comment blanchir la peau. Et il parle même d'une plante qui s'appelle le buglos. Et ce buglos, alors c'est très curieux ça, parce que pour vertu, c'est une plante qui est dérivée de la bourrache, et en récupérant, en utilisant l'écorce du buglos, on arrive à modérer les excès de tempérament des seigneurs qui ont tendance à la domination. On arrive également à éviter l'œdème. Et on évite également les accès colériques. Donc vous voyez que ces plantes ont des vertus tout à fait extraordinaires et parfois extrêmement curieuses. Et il y a des recettes encore bien plus curieuses que celles-là. Les recettes de confiture de Nostradamus. On en découvre ce soir dans La Curiosité. On continue de vous raconter le destin de ce prophète. À tout de suite dans La Curiosité. La Curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Vous souhaitez... Dans les prophéties de l'Apocalypse. La curiosité est un vilain défaut. Depuis l'avènement du langage, des prophètes autoproclamés ont mis en garde les populations contre une fin du monde imminente. RTL. Beaucoup ont affirmé avoir vu les horreurs à venir, mais aucun ne les a vues plus clairement que le prophète le plus célèbre au monde, Nostradamus. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Ce soir, place à l'ésotérisme, l'astrologie, aux prédictions avec notre invité Pascal Lacros qui est venu nous parler du plus savant des mages, Nostradamus, parce qu'avec vous, on a quand même découvert au début de cette interview que c'est avant tout un médecin. C'est quel genre d'homme, Michel, de Nostredame? C'est un esprit vif, un type brillant? Alors, c'est un homme très curieux. Très joyeux, dit-on, dans sa jeunesse, qui est bon vivant, qui aime la bonne chair, qui aime la bonne vie. On apprend bien à le connaître dans une lettre qu'il a écrite à son fils César en 1555 et qui fait partie des prophéties, et où il se décrit lui-même. Il dit qu'il a eu beaucoup de défauts, comme tout homme. Il se présente pas comme un saint. Il est certainement assez suffisant. D'ailleurs, vis-à-vis des Salonnais, il dira à un certain moment que ce sont des sortes de bestes, de bêtes et de barbares. Du coup, la population de la ville lui rendait bien. La population de la ville le craignait certainement un peu, d'une part parce que c'était un homme puissant qui connaissait tous les notables du moment. D'autre part, il avait cette réputation de mage, presque sorcier, entre guillemets. Hein.
base, on le nommait pas comme ça. Et d'ailleurs, ça va lui causer quelques soucis parce que il va y avoir un épisode extrêmement difficile pour lui. C'est la révolte des Cabans. Qui va se produire en 1560. Les ultra-catholiques vont envahir la ville, molester tous les Salonnais qui sont supposés avoir des accointances avec l'Église réformée, ce qui deviendra le protestantisme. Et ils vont en profiter pour s'en prendre à Nostradamus, qui va s'enfermer dans sa maison pendant 5 jours, et qui d'ailleurs va brûler toute sa collection de livres anciens, livres médicaux, livres ésotériques, de peur que on l'accuse d'hérésie. On va revenir évidemment sur les prédictions de Nostradamus, mais ça veut dire qu'à cette époque, en 1560, qu'est-ce qu'il a révélé déjà à la France, au monde, qui fait qu'il peut être inquiété ? Si vous voulez, il a toujours utilisé une sorte de langue comme la langue verte des alchimistes. Il le dit lui-même dans cette fameuse lettre dont je parlais. Il tient à se protéger, d'une part, parce qu'il y a encore l'Inquisition qui est extrêmement puissante à l'époque. Il va être convoqué d'ailleurs pendant son séjour à Agen, puisqu'il a été marié une première fois, par l'Inquisition de Toulouse, donc il en a très peur. Et il dit également que tout ne peut pas être livré à tout le monde. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il faut mériter la connaissance. Il y a le culte du secret. Il y a une culture du secret, un culte du secret. Et d'autre part, il considère que ces prophéties qu'il va léguer seront mal utilisées par les gouvernants qui vont venir, voire passer sous silence, et que 500 ans plus tard, seulement, on se rendra compte de la véracité de ces dires et de ces prophéties. Mais pour bien comprendre, en 1560, l'épisode que vous nous racontiez, où il a failli être lynché en quelque sorte, oui, tout à fait. Bien, il est déjà célèbre, et il est célèbre grâce à ses prophéties, déjà à ce moment-là. Alors, parce que c'est un médecin qui est reconnu, un homme puissant dans la ville. Alors, il est célèbre d'une part parce que c'est un médecin reconnu, d'autre part parce qu'il est consulté par notamment les ducs de Savoie. Il est reçu en 1555 par Henri II, puis par Catherine de Médicis à la cour. Il a des relations avec des bourgeois extrêmement puissants dans toute la France, mais également à l'étranger, puisqu'il a des contacts avec des bourgeois autrichiens, par exemple. Donc c'est un personnage qui est puissant. On sait qu'il a de l'argent et quelque part il inquiète. Et alors, Inquisition, chasse aux hérétiques, lui, il est de quelle religion ? Je m'y perds un peu. Il est juif, il est chrétien, il est... Alors, lui, il est chrétien et il le clame haut et fort. Parce que je pense qu'il y a une sorte de peur du passé, une peur de cette inquisition qui est quand même terrifiante. Donc il renie ou il cache ses origines juives. Il ne renie pas parce qu'il en parle. Il dit lui-même qu'il a hérité ses dons de ses aïeux et que il a hérité de ses aïeux de la parole de l'occulte prédiction. Et il se réfère également à la tribu d'Issachar. Alors juste pour situer les choses, la tribu d'Issachar est une tribu juive et Issachar est le 9e fils de Jacob. Donc vous voyez l'ambivalence du personnage, c'est-à-dire qu'il affiche son catholicisme invétéré, il va à la messe avec les notables et en même temps on sent qu'il y a un attachement à ses racines. Ses grands-parents se sont convertis, ils n'ont pas eu le choix parce que à l'époque, sous Louis XII, soit on payait un tribut en monnaie sonnante à la couronne, soit on était exproprié de ses biens, voire expulsé du pays. Pascal Lacros, Nostradamus, vous l'avez évoqué, s'est marié une première fois, une deuxième fois. Il a eu 6 enfants. Est-ce qu'il a une descendance ? Alors, il s'est marié une première fois. Il a eu 2 enfants qui sont morts de la peste à Agen, lors d'un premier séjour, où d'ailleurs il va être inquiété parce qu'on l'accuse d'avoir quelques accointances avec le protestantisme. Et puis ensuite, il va se marier à Salon de Provence,
en 1547 avec une veuve d'un notaire dont il aura 6 enfants. Malheureusement, il n'y aura pas de descendance de Nostradamus. Il n'y a pas de survivants. Il y a des survivants, enfin des descendants de ses frères, mais pas de Nostradamus. Il va avoir un fils qui va rentrer dans les ordres parce qu'il va être accusé de meurtre, donc il va rentrer dans les ordres. Une fille qui disparaître à Nice, et puis ces quatre autres enfants ne laisseront pas de descendance. Pas d'enfants, mais des prophéties qui sont arrivées jusqu'à nous. On va vous les raconter. On va entrer dans ce monde des prophéties. À tout de suite dans la curiosité. RTL. Près d'un tiers des prophéties de Nostradamus se sont déjà réalisées. C'est pourquoi les gens continuent de s'y référer pour y chercher la vérité. La curiosité est un vilain défaut. Nostradamus a prédit avec exactitude de nombreux événements historiques. De l'ascension au pouvoir d'Hitler à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Jusqu'à 22h, Mais ses prédictions, les plus terribles, n'ont toujours pas été réalisées. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Ce soir dans la curiosité, on vous raconte la vie de Nostradamus, l'astrologue des rois et des reines. Et on va maintenant rentrer dans le détail de ses visions, de ses prédictions. Il les publie assez tardivement, on l'a dit tout à l'heure. Pascal Lacroix, il les publie à l'âge de 50 ans, à peu près 1550, sous forme d'almanach. Ça ressemblait à quoi ? Alors, les almanachs étaient des petits fascicules qui étaient... Bon, c'est l'époque de Copernic, et c'est l'époque aussi de l'expansion de la connaissance et de l'imprimerie, qui devient beaucoup plus facile. Donc, les livres deviennent beaucoup plus accessibles. Donc, les almanachs de Nostradamus, ce sont des petits livres, c'est un feuillet, c'est comment ? Alors, sont des petits fascicules non reliés qui se vendent un petit peu à la sauvette, que tout le monde peut acheter parce que les livres sont beaucoup moins chers, qui comportent quelques feuillets et qui traitent aussi bien des dates propices aux semences qu'aux récoltes, mais également qui incluent un certain nombre de prédictions. Voilà, donc il les publie plutôt annuellement, parfois il y en a plus certaines années, et il dévoile petit à petit un certain nombre d'éléments du futur. Alors elles sont écrites comment, ces prédictions de Nostradamus dans ces almanachs ? Est-ce que ce sont des textes très clairs ou c'est assez sibyllin, c'est sous forme de poèmes qu'il faut décoder ? Alors il a toujours écrit de façon codée et de façon volontaire. C'est ça aussi pour la qui marge fait d'erreur l'intérêt. Alors peut-être qu'il a calculé la marge d'erreur, mais comme je vous le disais, je crois qu'il ne voulait pas tout livrer, d'une part parce qu'il avait peur des conséquences sur sa personne que ça allait pouvoir engendrer, notamment quand on va parler de la mort d'Henri II. Alors, il l'a prédit dans un almanach. Il écrit d'ailleurs « Le lion, jeune, le vieux surmontera, en champ bellique, par singulier duel, dans cage d'or ses yeux lui crèvera, deux plaies une, puis mourir, mort cruelle. » Oui. Donc ça, c'est la mort d'Henri II. C'est la mort d'Henri II lors d'un tournoi, un tournoi amical, qui l'oppose au comte de Montgomery. Alors ça, il l'écrit combien de temps, Nostradamus, avant la mort du roi Henri II ? Alors, il l'écrit dans un almanach, si je ne m'abuse, qui est paru en 1555. Et Henri II meurt en 1558. Donc il y a ce tournoi, la lance se casse. Et puis au deuxième passage, à la deuxième joute, la lance de Montgomery perce le aume, donc le casque d'Henri II, lui transperce l'œil et le roi meurt dans d'atroces souffrances sous 10 jours. Et on dit qu'au moment de sa mort, il va quelque part maudire Nostradamus parce qu'il prend conscience du sens de la prédiction qui avait été faite. Et on a oublié un détail sur le casque, sur l'aume de Montgomery, il y a quoi ? Alors, il y a un lion, c'est ça ? Les deux belligérants ont comme emblème un lion. En fait, ce lion, on confond à l'époque le lion et le léopard. Ce lion est sur les décors des deux belligérants. Donc, effectivement, Henri II est plus âgé que Montgomery, et Montgomery
tue le vieux lion. Mais alors, juste pour comprendre, comment on sait qu'on parle d'Henri II? Il faut Parce que la le relire. lion jeune, le vieux surmontera, donc j'imagine que le vieux c'est Henri II. Oui. En chambélique par singulier duel, Là, on est dans bon. Cage d'or, ses yeux lui crèvera, Il est mort, deux avec plaies, René. une, puis mourir, mort cruelle. C'est pas mal quand même. Enfin, le vieux, c'était pas le surnom d'Henri II. Non, Comment on mais sait que c'est lui? simplement il était plus âgé que le jeune, c'est-à-dire que Montgomery, et les circonstances, c'est par analogie, c'est-à-dire que les circonstances et le détail des circonstances évidemment coïncident parfaitement avec ce qui s'est passé lors de ce tournoi. On a entendu dans la mise en onde de notre réalisateur André Facetta un extrait de documentaire disant que Nostradamus avait prédit l'ascension d'Hitler. Alors, est-ce qu'il l'appelle comme ça déjà et sous quelle forme aurait-il prédit cette ascension? Alors, il l'appelle pas Hitler. Et, dans sa prédiction, il est marqué hystère. Mais par contre, la description du personnage est quand même assez proche du célèbre, malheureusement célèbre dictateur de la Seconde Guerre mondiale. Pour savoir s'il part d'Hitler ou pas, est-ce qu'il y a un repère chronologique, une date par exemple, qui permet de situer le personnage et l'événement? Alors, il faut savoir que chez Nostradamus, il y a peu de dates. Il y a simplement 9 prédictions précisément datées. Tout le reste est alors il fait référence parfois à des conjonctions astrologiques en tête de ces quatrains, mais tout le reste est analogique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que on part d'une description pour en conclure que les circonstances qui vont survenir coïncident avec ce qui a été prédit. Sur Hitler, pour bien comprendre. Pardon, oui, ça veut dire qu'on peut, nous, avec notre regard d'aujourd'hui, relire éternellement ces prédictions et leur donner de la justesse. Ça n'en finira jamais. Il y a une part d'interprétation, simplement, il y a un certain nombre d'éléments extrêmement précis, que ce soit des éléments géographiques, quelques repères pivots de date qui permettent justement de faire des liens. Il faut savoir que ce qui rend également les choses très difficiles, c'est que sur un même sujet, on peut avoir des quatrains qui sont dans plusieurs ceinturies. Grosso modo, les ceinturies sont séparées en 10 chapitres et dans chaque chapitre, dans chaque ceinturie, vous avez une centaine de quatrains. Et vous pouvez trouver des quatrains sur un même sujet dans une centurie ou dans une autre. Ce qui peut expliquer qu'on relise éternellement Nostradamus, au point même que très récemment, après les funestes attentats de novembre, on a relu Nostradamus, on y a trouvé peut-être le signe de l'ascension de Daesh. Comment y croire? Restez avec nous. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Les prophéties de Nostradamus, Michel de Nostredame, ont été publiées il y a plus de 450 ans et elles continuent de faire la une de l'actualité, ou en tout cas d'être reliées à l'actualité. En décembre dernier, par exemple, certains journalistes ont ressorti Nostradamus pour dire qu'il avait peut-être prévu la montée de Daesh. On en parle avec notre invité Pascal Lacroix qui publie Nostradamus, les dernières confidences, c'est aux éditions Edilivre. Alors, Nostradamus a-t-il prévu les attentats? A-t-il parlé de Daesh? Ça paraît improbable. Alors non, il n'a pas parlé de Daesh en tant que tel. D'abord, il faut être très prudent quand on aborde les prophéties de Nostradamus, remettre les choses dans le contexte, redonner du sens aux mots, qui n'était pas le même à l'époque qu'aujourd'hui. Non, il a effectivement parlé d'un péril, enfin d'une troisième guerre, enfin des prémices d'une troisième guerre mondiale, de façon relativement bien datée. Ça veut dire, pardon, je vous interromps, mais ça veut dire qu'il avait prévu les deux premières? Alors, il avait parlé effectivement, en tous les cas, d'Hitler, donc de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, juste une anecdote, le régime nazi a utilisé les prophéties de Nostradamus pour justifier la légitimité d'Hitler, en disant qu'il l'avait prédit et que, bon, voilà. Donc là, cette troisième guerre mondiale, ce sera quoi? Il dit pas Daesh, évidemment. Non. Alors, déjà,
l'acronyme d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il y a une date pivot qu'il a et précise, qui est 1999, où il dit que un grand roi de frayeur émergera. Alors, ce grand roi de frayeur n'est vraisemblablement pas issu du monde arabe. Par contre, il y a par exemple des phrases comme en Arabie naîtra un roi puissant de la loi de Mahomet qui dominera l'Europe et l'Italie. Voilà une phrase. Je prends une phrase, mais qui est extrêmement claire, qui peut donner suite à des interprétations, mais je le répète, je crois qu'il faut être très prudent dans ce que l'on lui fait dire. La guerre qu'il prédit est beaucoup plus compliquée que cela. C'est quoi, de quoi, oui, on a la même question. C'est le choc de religion. Alors c'est ça déjà, il parle de guerre civile, de mauvais choix et de mauvaises alliances prises par les dirigeants, notamment en France. Il dit que effectivement il y aura une invasion venue d'Orient par mer, notamment à la Seine-sur-Mer, mais également par l'Italie, que des alliances auront été conclues. Alors certains parlent de Vladimir Poutine en faisant référence à 99 puisque c'est l'année où il arrive sur la scène, et d'autres y voient Ben Laden. Alors vous voyez comme les interprétations peuvent être multiples. En tout cas, il parle d'une guerre terrible qui durerait 27 ans. Oui, absolument. Cette guerre sera dévastatrice. Les 2/3 de la population seront exterminés. Paris sera réduite en cendres, mais pas uniquement Paris, également Rome. Il cite d'autres villes, notamment Narbonne. Et sur tous les fronts, il va y avoir des invasions, donc un choc à la fois militaire terrible et un choc évidemment de civilisation. Et aussi il parle, Nostradamus, pour les années à venir, pour nous, parce que c'est bien de ça dont on parle, d'une catastrophe naturelle, l'histoire d'une comète. Oui, absolument. Il dit que lorsque le conflit sera à son apogée, on verra apparaître dans le ciel une comète chevelue, un astre chevelu qui croisera la petite ours. Voilà quelque chose de précis quand même. C'est très précis. Alors, toutes ces prédictions de Nostradamus, elle a quelque chose à voir avec les planètes, l'astrologie. Comment ça fonctionne pour lui ? Oui, alors il fonctionne sur 2 modes. D'une part, un mode visionnaire, c'est-à-dire qu'il dit lui-même qu'il a des visions. Il dit même comme un voyant. Oui, en tous les cas, il a des flashs. Il utilise aussi une méthode. Enfin, c'est ce qu'on prétend. Parce que c'est pas attesté, mais c'était un usage. Et il utilise une vasque d'eau. On dit qu'il s'asseyait sur un siège à trépied, qu'il scrutait une vasque d'eau dont il agitait la surface et que cet espace liquide provoquait des représentations qui lui donnaient ses visions. Lui-même dit à un passage, mais très bref, qu'il est atteint de micro-crises d'épilepsie qui peuvent provoquer également des modifications de la perception. Et vous, pardon, je vous interromps, oui. qui connaissait très bien ces prédictions, qui les avait lues, analysées. Vous nous avez raconté qu'à Salon de Provence, vous avez marché dans les pas de Nostradamus. Est-ce que vous y croyez ? Écoutez, moi je suis très sceptique, je vous écoute. C'est passionnant, l'histoire de cet homme est passionnante. Je pense qu'on se fait peur, on aime se faire peur à trouver du sens à ces prédictions, mais est-ce que vous y croyez ? Alors, écoutez, moi je prends jamais rien de façon inconditionnelle. Simplement, moi je laisse la porte ouverte à toutes les possibilités et je crois que certaines personnes ont effectivement à la fois une intuition qui peut être un peu plus poussée chez les uns que chez les autres et des capacités visionnaires. C'est mon sentiment intime. Mais ça n'engage que moi et je pense que cet homme, vu le style, qui est un style quand même tout à fait particulier, qui ne s'invente pas, est un style qui vient quelque part d'ailleurs.
et que on est dans une autre dimension. C'est ce qui le rend aussi passionnant à la lecture, parce qu'on est amené à chercher, à essayer de comprendre. Et moi, j'aime bien chercher. J'aime bien être en quête. Pour finir, Nostradamus, il ne prévoit que des choses négatives, que des catastrophes. Il y a pas mal de catastrophes parce que en dehors de cette guerre épouvantable qui va secouer le monde, évidemment, il parle de catastrophes naturelles, d'inondations. Il parle également d'un rapprochement de planètes qui causera des catastrophes naturelles. Il parle de tremblements de terre. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une vision quand même noire, assez sombre. Il n'a pas suivi la COP21, franchement. En tout cas, votre biographie romancée est absolument passionnante, Nostradamus. Les dernières confidences, Pascal Lacrosse est aux éditions Edilivre. Merci à vous. Et puis vous êtes l'un des organisateurs du festival Nostradamus qui se tient à Salon de Provence les 19 et 20 mars prochains. Oui, il va y avoir 15 conférences avec des gens venus de tous les horizons. Voilà, ça va être formidable. Merci beaucoup. Dans un instant, on pousse les portes d'une école de cuisine et notre apprentissage, vous allez voir, commence par les mots. RTL.